tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. C'est acté, le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques prend forme. L'instance a tenu aujourd'hui son tout premier conseil sous la présidence du chef du gouvernement. Rabat-Dakar, un axe d'une coopération stratégique sud-sud. Le chef de la diplomatie sénégalaise est en visite de travail au Maroc. Des entretiens et des consultations sur plusieurs questions politiques et économiques d'intérêt commun. Levé de rideau ce soir sur le 13e Festival international du film de femmes de Salé. 12 longs métrages en compétition et un regard d'une grande sensibilité sur les formes de discrimination envers celles qui composent la moitié de la société. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI exprime sa ferme condamnation de l'attaque terroriste ignoble contre des installations pétrolières dans le gouvernorat d'Abqaïq en Arabie Saoudite à l'aide de drones, une agression qui constitue une menace à la sécurité et à la paix dans le monde. Dans un message adressé aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, le souverain fait part de la solidarité totale et du soutien constant du Royaume du Maroc à l'Arabie Saoudite contre toutes les menaces visant sa quiétude et son intégrité territoriale et contre toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de ce pays frère. Partant des liens personnels et de fraternité sincère et de solidarité agissante unissant les deux pays et les deux peuples frères, Sa Majesté le Roi réaffirme son engagement et sa ferme conviction de l'unité de destin, étant donné que la sécurité et la stabilité de l'Arabie Saoudite constituent une partie intégrante de la sécurité et la stabilité du Maroc. Le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques prend déjà forme. La première réunion du Fonds s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. À l'ordre du jour du Conseil, tous les aspects organisationnels nécessaires au démarrage de l'activité. Le Fonds prendra en charge l'ensemble des opérations pour l'indemnisation des victimes. Éclairage, Mohamed Eitleshkar. Cette première réunion marque le démarrage effectif du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Un premier conseil d'administration du fonds qui a débattu de 2 points essentiels. Le premier, c'est la mise en place des organes de gestion de ce fonds en termes d'organisation, de recrutement, de sièges, ainsi de suite, et toutes les procédures. Et le deuxième, c'est comment structurer la couverture contre les événements catastrophiques. Nous savons que les couvertures peuvent avoir des conséquences relativement dommageables. On parle des dommages corporels et matériels. Il faut doter le fonds des moyens financiers pour faire face à ces événements. La réunion a donc été axée particulièrement sur ce point précis des moyens financiers. Déjà jeudi dernier, le gouvernement avait adopté un projet de décret instituant une taxe parafiscale en faveur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Une taxe parafiscale qui s'élève à 1% sur le montant des primes et des cotisations des contrats d'assurance, à l'exception des contrats d'assurance vie. Intenses entretiens à Rabat du ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, en visite de travail dans le Royaume. Entretiens qui ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale et du partenariat exemplaire. Le Maroc et le Sénégal étant liés par des relations profondément ancrées dans l'histoire. Amadou Ba a eu des entretiens avec le chef du gouvernement et avec le président de la Chambre des représentants. On reçoit des frères. Le Maroc et le Sénégal confirment donc leur partenariat stratégique. La visite qu'effectue actuellement le chef de la diplomatie sénégalaise le confirme. À l'agenda d'Amadou Ba, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des entretiens qui ont porté sur des questions à caractère économique et sur des sujets d'intérêt commun. L'occasion aussi de réitérer l'excellence d'une coopération qui ne cesse de se renforcer depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 8 visites royales ont été effectuées dans ce pays avec qui le Royaume entretient des relations séculaires. Retour à Mohamed Eitleshkar. Une visite de travail avec des résultats concrets. Il a été décidé, 1. de confier à la commission mixte le suivi des décisions prises au niveau des 2 chefs d'État, et 2. de convoquer une réunion des chefs de file du groupe d'impulsion économique
en vue d'évaluer ce qui a été réalisé et ce qui reste à l'être. Nous avons donc convenu nous avions un groupe d'impulsion qui a été mis en place lors de la dernière visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous avons convenu, chacun à son niveau, de réunir les groupes techniques et de voir dans quelle mesure on peut encore donner beaucoup plus de souffle à cette mission. Cette visite de travail, la première du genre depuis la nomination en avril dernier du nouveau chef de la diplomatie sénégalaise, a été particulièrement axée sur le caractère multisectoriel de la coopération bilatérale, déjà forte d'une centaine d'accords. Les relations bilatérales entre les deux pays sont, je le dis avec fierté, denses, exemplaires et privilégiées. La coopération économique plus particulièrement concerne de nombreux secteurs: assurance, banque, agriculture, immobilier, énergie, pharmacie, tourisme. Les entretiens ont également porté sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, au lendemain du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur cette question. J'ai tenu à féliciter au nom du Sénégal les autorités marocaines pour leur participation lors de la dernière réunion extraordinaire de la CEDEAO. Nous pensons que le Maroc a développé une expertise susceptible d'aider l'ensemble des pays qui font face, ou potentiellement qui pourraient faire face au terrorisme, qu'on puisse échanger sur ces aspects. Le Maroc a une expertise avérée. Sur le plan politique, les deux pays se sont félicités de leur identité de vue. Je voudrais clore mon propos en réitérant le soutien ferme et constant de la République du Sénégal à la marocanité du Sahara. Les relations maroco-sénégalaises ont également ceci de particulier, c'est qu'elles s'appuient sur des liens très forts au plan culturel. Maroc-Équateur, des relations et un dialogue politique qui se renforcent. Le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l'intégration régionale et de la coopération internationale est en visite à Rabat. André Stéran s'est entretenu avec le chef du gouvernement et plusieurs hauts responsables. Des entretiens qui ont notamment évoqué les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du royaume. Et là, le responsable équatorien a fait part du soutien de son pays pour la poursuite du travail de l'ONU afin de parvenir à une solution aux différends artificiels suscités autour de la question du Sahara marocain. Avis aux voyageurs, plus besoin de remplir la fiche d'embarquement ou de débarquement contenant les informations sur les voyageurs au départ ou à l'arrivée au Maroc. La décision est entrée en vigueur aujourd'hui. La nouveauté concerne dans un premier temps les postes frontières terrestres et aériens. Elle se maintient encore quelques semaines au niveau des postes frontières maritimes. On en saura plus dans ce reportage de Sarah Katir. Ces voyageurs n'auront plus à remplir des fiches d'embarquement et de débarquement. Et pour cause, la Direction générale de la Sûreté nationale a supprimé les fiches de police d'entrée et de sortie de territoire, et ce, à partir d'aujourd'hui. J'étais agréablement surprise. Moi, je viens de France et donc là, je repars sur Marseille. Honnêtement, rapidité, efficacité, fluidité, vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Et je trouve que c'était une très bonne décision. On est super content de ce changement parce que c'est vrai, on prend beaucoup de temps pour faire, tu sais, on fait la queue et tout. Et là, c'est vrai, c'est bien, c'est mieux. La décision concerne tous les points terrestres et dans les aéroports. Et il sera étendu au port dans 2 mois, le temps d'équiper les bateaux des systèmes informatiques ad hoc. Cette décision vient couronner les efforts déployés par la DGSN pour développer le système de contrôle frontalier et assurer son efficacité à travers l'adoption d'un nouveau système informatisé de gestion des postes frontières connu sous l'appellation SGPF. Cette décision vise à fluidifier le passage au niveau des points de vérification des passeports. Le reportage a été tourné dans l'après-midi à l'aéroport international Mohammed V et cet aéroport vient de connaître la mise en service d'une nouvelle zone de contrôle des passeports à l'arrivée dédiée aux passagers détenteurs de passeports marocains.
Le Maroc abrite une grande première, le lancement officiel des recommandations de l'OMS sur les soins auto-administrés pour la santé sexuelle et reproductive. Objectif, améliorer l'autonomie de la population cible et contribuer à son bien-être. Soken El-Idrissi, Nisri El-Hamdawi. Le Maroc adopte les recommandations de l'OMS sur les soins auto-administrés pour la santé sexuelle et reproductive. L'idée est d'autonomiser davantage la population dans la prise en charge de sa santé, car il y va de son bien-être. Ces soins auto-administrés constituent un prolongement des soins de santé primaire et de la santé communautaire et ils permettent en fait de vraiment autonomiser les patients et les patientes, les citoyens, les individus et les communautés dans la gestion de leur propre santé sexuelle et reproductive. L'OMS définit les soins auto-administrés comme la capacité des personnes, des familles et des communautés à faire la promotion de la santé, à prévenir les maladies et à faire face au handicap avec ou sans l'accompagnement d'un prestataire de soins. L'individu actuellement doit être plus responsable pour sa santé, surtout pour les femmes. Nous avons de nouvelles méthodes pour la planification familiale, des méthodes pour le dépistage du cancer du col, pour le sida. Donc on va éviter énormément de complications et de décès, à savoir tout ce qui concerne les grossesses non désirées, les avortements et tout ça. Donc c'est une approche prometteuse, c'est une approche qui rentre dans le domaine de droits humains. Cette rencontre qui s'étale sur 3 jours vise à fixer les critères facilitant l'adoption des interventions d'auto-soins au niveau national. Elle a pour but également d'ouvrir le débat sur les processus d'intégration de ces soins dans les politiques et les programmes de santé. Cap sur Boujdour où, comme partout ailleurs, l'INDH prête main forte aux plus vulnérables. L'initiative privilégie particulièrement les projets qui promeuvent la condition de la femme sur la voie de l'autonomisation. Pour ce faire, les coopératives demeurent la clé de voûte du succès. Vous le verrez dans ce reportage où les femmes de la province se lancent dans la valorisation des produits du terroir. Hasna Ben Gabi, Yassine Mourafiq, Emrine Messi. Ce que fut un rêve il y a de cela 10 ans devient une réalité. Une coopérative féminine spécialisée dans la production de pâtes, principalement le couscous typique du sud du royaume, le fameux couscous aux 5 graines. Bien plus qu'un simple projet solidaire, la coopérative génère des recettes, de l'emploi et donc un revenu fixe pour les femmes adhérentes. L'idée a germé chez 3 femmes et l'a évolué pour aboutir à la fondation de cette coopérative qui a vu le jour grâce à l'INDH et à son appui à la formation. Ici, les femmes sont dévouées et ont beaucoup de détermination. Autonomie, émancipation, revenu fixe. La coopérative est une véritable planche de salut pour ces femmes de la province de Boujdour. Un pas garanti pour l'autonomisation tant recherchée. Ce projet nous prête main forte, il nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. À présent, nous avons de quoi mener un train de vie décent et puis tout se passe très bien. L'autonomie, le rêve partagé, le rêve vécu. Ici, le décor change, mais pas les ambitions. Au sein de cette coopérative, on s'attelle à une autre production, l'extraction des huiles médicinales et aromatiques. Depuis 4 ans maintenant, nous avons commencé à produire ces huiles par des procédés traditionnels avant de développer l'idée de nous réunir en coopérative. Pour cela, nous avons bénéficié de l'appui de l'INDH qui nous a très bien accueillis et accompagnés dans toutes les phases du projet. Sans l'INDH, ce projet n'aurait pas abouti. La province de Boujdour a enregistré la réalisation de plus de 500 projets qui touchent différents domaines comme le développement des infrastructures, l'animation culturelle, sociale et sportive et l'appui aux activités génératrices de revenus et à la formation des compétences locales. Des projets INDH. L'initiative est en effet le premier noyau de l'économie sociale et solidaire basée sur l'innovation pour développer une véritable ingénierie sociale. Un processus qui favorise la précieuse contribution de la gente féminine au développement escompté.
Présidentielle en Tunisie, des résultats inattendus. Ce lundi à la mi-journée, l'instance supérieure indépendante pour les élections a révélé la liste des candidats qui vont s'affronter au second tour. Kais Saïd et Nabil Karoui, un outsider ultra-conservateur contre un publicitaire, deux candidats qui créent en tout cas la surprise. Monia Marouche. Pour certains, les premiers résultats préliminaires traduisent un véritable séisme politique. Les deux premières places de l'élection présidentielle reviendraient à des candidats jusque-là peu crédités. L'universitaire sans parti, Kais Saïd, arriverait en tête du premier tour de la présidentielle avec 19% des voix, selon des résultats officiels préliminaires portant sur plus d'un quart de suffrage. À l'heure actuelle, le peuple tunisien atteint ses objectifs et poursuit sa révolution dans le cadre de la légitimité existante. C'est une leçon que le peuple tunisien donne au monde, qu'il respecte la légitimité. Autre surprise du scrutin présidentiel, la deuxième position reviendrait à l'homme d'affaires en prison, Nabil Karoui, avec 14,9% des voix exprimées. Nous sommes très heureux parce que Nabil Karoui est au second tour. C'est un gagnant de ces élections selon les résultats auxquels nous avons accès. Le taux de participation a été de 45%. Selon des chiffres encore provisoires de l'instance supérieure indépendante pour l'élection. Un taux faible en regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Quant au second tour, il aura lieu le 23 octobre prochain. En Algérie voisine, les présidentielles s'organisent. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que le scrutin aurait lieu le 12 décembre. C'est le troisième scrutin du genre que le pouvoir tente d'organiser cette année. Ben Salah, qui a signé hier le décret pour la convocation du corps électoral, a appelé les Algériens à contribuer collectivement à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. À la une également, le cours du pétrole qui s'est envolé aujourd'hui après l'attaque contre les installations pétrolières saoudiennes qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir. Dès les premières heures de la matinée, le pétrole a bondi à près de $60 à New York et à l'ouverture des places boursières et financières londoniennes, les cours ont bondi de 20%. C'est le plus fort mouvement en cours depuis 1991 et la guerre de Golfe. Un mot de sport et cette victoire du Wydad. Le club casablancais a battu hier le club mauritanien FC Nouadhibou par 2-0 au match comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique disputé à Nouakchott. Et au Caire, le Raja de Casablanca s'est lui imposé face au club libyen Al-Nasr 3-1 en match aller des 16e de finale de la Ligue des champions 2019-2020. La femme a son mot à dire au cinéma. Un événement nous le rappelle chaque année, c'est le Festival international du film de femmes de Salé. La 13e édition démarre ce soir et met en lice 12 longs métrages avec un dénominateur commun, un certain regard sur les formes de discrimination à l'égard du sexe tendre. Monia Marouche et Zakia Belkas. Depuis quelques jours, les organisateurs s'activent et règlent les derniers détails pour mieux recevoir les festivaliers et stars de cette grand-messe cinématographique féminine. Une édition qui s'annonce prometteuse et éclectique. Une chose est sûre, cette édition promet une panoplie de films et ce festival rapproche le public de grandes productions cinématographiques internationales, surtout qu'actuellement, on assiste à une quasi-disparition des salles de cinéma. 12 longs métrages en lice croisent leur regard sur la condition féminine dans le monde. Chaque réalisatrice et réalisateur selon leur approche sociale et leur sensibilité artistique. La programmation est riche, diversifiée et correspond parfaitement à la diversité historique et aussi culturelle de la ville de Salé. Et pour la population, c'est l'occasion de se rassembler autour des cinématographies donc proposées
Et je vous assure que c'est un événement que je suis depuis le début. C'est une plateforme de production, de création qui est maintenant fait parler d'elle à travers le monde. De même, 5 œuvres seront en lice dans la catégorie film documentaire. Le public est également convié à plonger dans les classiques du cinéma féminin africain et arabe. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Et demain, 19h, Nisrine Osdar. À bientôt.